Népotisme, emploi fictif, argent public, ce sont les mots que l'on entend beaucoup depuis 2 semaines, depuis le début de l'affaire Fillon. Cette affaire qui met au grand jour des pratiques légales, mais parfois moralement condamnables, de nos sénateurs et députés français. Est-ce que nos élus sont réellement privilégiés? Faut-il une réforme radicale du système? L'analyse de nos invités avec nous aujourd'hui. Corinne Imbert, bonjour. Vous êtes sénatrice de Charente-Maritime et conseillère politique de Bruno Le Maire. Avec nous également Olivier de Tillières, bonjour, directeur de la rédaction du Journal du Parlement. Philippe Pasco, bonjour. Bonjour. Ancien adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Évry. Avec mes excuses. Accepté. Et vous êtes l'auteur d'un best-seller dont on parle beaucoup depuis 2015. Ça s'appelle Pilleurs d'État, édité chez Max Milo. Et avec nous également Renaud Pilat. Bonjour. Bonjour. Renaud. Alors, déjà, on va commencer par un mot. Si je vous demandais un mot pour qualifier l'état de notre République aujourd'hui, Corinne Imbert. Déstabilisé. Philippe Pasco. Danger. Olivier de Tillières. Fatigué. Et Renaud. À bout de souffle. Vous me les rappellerez évidemment à la fin de l'émission, on pourra les détailler tous ensemble. D'abord, ils sont 577 députés, 348 sénateurs. On va le voir. On a pris l'exemple des députés, pour faire simple. Voilà ce que gagne aujourd'hui un député français. On va parler de salaire pour faire vite, 7 000 euros bruts par mois, même si les députés visiblement n'aiment pas parler de salaire. Indemnité de frais de mandat, ce sont les fameuses IRFM. Normalement, on devrait le voir. Ce sera plus simple si on a le détail, 5 800 euros bruts par mois et une enveloppe en plus de 9 500 euros pour rémunérer les assistants parlementaires, ce qui fait un total de 22 300 euros bruts par mois. Est-ce que, voilà, on le voit ici, ce détail, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est beaucoup, Corinne Imbert? Présenté comme ça va paraître beaucoup à nos concitoyens. Je rappellerai juste que au Sénat, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, mais peu importe, Gérard Larcher, lorsqu'il est devenu président en octobre 2014, a justement souhaité que les choses soient très claires, très clarifiées, d'abord pour protéger les sénateurs, justement, parce qu'on parlait déjà de ce que vous appelez les privilèges, et notamment sur l'utilisation... Point d'interrogation. Point d'interrogation. On va essayer de le voir avec vous. Et notamment sur l'utilisation de l'indemnité de représentation des frais de mandat. Sur l'indemnité, elle est ce qu'elle est, et puis le montant, la somme consacrée, elle sert à rémunérer nos collaborateurs, donc elles ne vont pas dans la poche du sénateur ou du député, elles sont versées aux personnes qui travaillent avec nous. Non. Mais déjà, ça commence à tomber sur notre droite, là, oui. Et Philippe Pasco, justement... Non, je laissais venir quand même. Non, mais je suis très coupé la parole, donc... Le problème, c'est que je suis toujours en émission avec des gens qui sont hyper clean comme Corinne. Donc, moi, je ne remets pas en cause l'argent, ça ne me pose aucun problème. Ce que je remets en cause, c'est la façon dont ils s'en servent, l'opacité et ce qu'ils en font. Est-ce que c'est normal que sur l'IRFM, l'indemnité représentative de Frama, 6 200 euros pour les sénateurs, 5 770 euros pour les députés, servent parfois, pour quelques élus, à acheter leur maison personnelle ou à faire de la thalassothérapie. Là, le fond du problème, il est là. C'est moi, l'utilisation de l'argent me gêne. Qu'ils en aient, ça ne me gêne pas. Un élu doit être bien rétribué. Un élu doit être capable d'être indépendant financièrement. Le problème, c'est que je constate que plus ils en ont, plus ils en croquent. Mais que la soupe est tellement bonne. Parce que François Fillon, à un moment donné, a parlé de vieilles pratiques. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que M. Fillon, pour lui, c'est normal ce qu'il a fait. Il n'a jamais travaillé, ce brave monsieur. C'est dans les mœurs de l'Assemblée ou du Sénat d'employer des gens comme ça, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, tant qu'elle n'est pas condamnée, on ne va pas la condamner, à ne rien faire. Donc pour lui, c'est normal. Ces gens-là ne se rendent même plus compte que ce qu'ils font, c'est du truc hors sol. Monsieur Fillon, il est persuadé que ce qu'il a fait, ça fait partie des mœurs de la politique et qu'à la limite, il ne comprend même pas que le peuple vienne lui demander des comptes. Mais il n'est pas le seul. Parce que moi, je constate aujourd'hui que sur ce sujet... Hormis le fait qu'on a dit qu'il ne fallait pas que la femme et le mari travaillent, ce qui est une absurdité, puisque c'est plus les compétences et l'effectivité du travail qu'on va faire, l'ensemble de la classe politique, droite, gauche, est bien silencieuse sur le sujet. Oui, Olivier de Tillières. Oui, moi je voudrais d'abord souligner l'immense implication de l'ensemble de la classe politique française, des députés, des sénateurs, qui dans leur très grande majorité, et bien évidemment de tous les élus régionaux et locaux, qui dans leur immense majorité se donnent beaucoup de mal, travaillent quelquefois dans des circonstances qui sont difficiles et qui, au final, sont
vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Alors, bien sûr, il y a, comme dans toute profession, des moutons noirs, mais il ne faudrait pas retomber dans les errements de la 4e République qui avait suscité une espèce d'anti-parlementarisme un peu primaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous rejoins en revanche tout à fait sur le problème des emplois dits entre guillemets familiaux. Il n'est pas choquant qu'on puisse travailler avec son épouse, avec son fils ou avec quelqu'un de sa famille à partir du moment, et à partir du moment seulement, où les compétences sont là, où le travail est effectif, de manière générale. Alors à partir de là, on peut mettre éventuellement en doute tel ou tel cas, mais sur le fond, il n'y a pas de problème. Là, le problème n'est pas là. On va revenir juste sur les salaires. Pour l'IRFM, on en reparlera juste après. Juste pour le salaire. Donc, on le rappelle, pour un sénateur, 7 000 € bruts par mois. Le problème, c'est que ce salaire, pour un député, hein, encore une fois, je dis pour pas qu'on ait trop de chiffres en tête, pour un député français. Le problème, c'est que ce salaire, il est le même pour un député qui travaille en Île-de-France ou pour un député de la Creuse, par exemple. Certains s'en plaignent, peu le font publiquement. Mais Henri Guénaud a osé le faire sur notre antenne. C'était il y a un mois tout juste. On va pouvoir le commenter juste après. Bah oui, quand on est député, on n'a pas un salaire mirobolant. 5 100 € net par mois. Combien vous arrivez à mettre de côté? Rien. Rien du tout, chaque mois? Rien. Vous savez que ça va continuer à faire étrangler pas mal de Français en entendant mais ça. rien, mais oui, mais moi j'ai commencé ma carrière d'élu à 50 ans passés. Hein, voilà. Donc à 50 ans passés, vous avez des charges, j'habite à Paris, on peut me dire, il faut déménager. Bien sûr, je vais dire à ma famille, on s'en va. Voilà, je ne suis pas élu dans la Creuse ou en Corrèze, les loyers sont beaucoup plus élevés. Le train de vie que j'avais, même en le réduisant, il pèse plus lourd. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que moi je suis un des rares dans ma famille politique très vite, à défendre ceux qui gagnent peu, à trouver que les programmes antisociaux sont insupportables. Voilà, on me demande si je trouve que les députés en France sont bien payés. D'ailleurs, il suffit de les comparer aux autres démocraties. Je dis non. Après, on peut discuter du travail des députés, on peut discuter de... Mais on n'a plus le temps pour ça. Non, mais vous reviendrez nous dire. C'est vrai que les Français sont énervés parce que les politiques font pas bien leur travail. La preuve, l'état de notre société, de notre économie. Mais voilà, moi, je dirais pas le contraire. J'ai décidé de dire ce que je pensais. Merci. Un point, c'est tout. Voilà, c'est difficilement entendable, mais Henri Guénaud ose le dire et l'assume. Oui, ces propos avaient beaucoup fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Je crois que le problème, c'est... On ne prend vraiment pas le problème par le bon côté des choses en France. Le problème, c'est pas tellement les montants, puisqu'on voit que c'est 22 000, 23 000 en France. Quand on regarde en Grande-Bretagne, c'est 24 500, je crois. Voilà. Oui, c'est ça. Et en Allemagne, c'est 27 000 €. Donc on voit que les Français sont un peu moins bien lotis qu'en Allemagne et en Angleterre. En revanche, ils sont mieux lotis que les Espagnols et les Italiens. Mais c'est pas les montants le problème. C'est le manque de transparence et le manque de contrôle. Bravo. Il n'y a pas de contrôle des indemnités pour ce qu'on appelle les frais de représentation en France. Ce fameux IRFM pour les députés, ça sert normalement à louer une permanence, à payer les frais de la permanence, à payer éventuellement des repas, à payer des trajets, enfin bref, tout ce qu'on appelle les frais de représentation et les frais de vie. Mais il n'y a pas de contrôle. En Grande-Bretagne, ces frais sont contrôlés. Pas depuis longtemps. Hein. Pas depuis 2009. Parce qu'il y a des petits scandales quand même. Exactement. En 2009, il y a eu un scandale en Grande-Bretagne et les députés britanniques, désormais, on les rembourse sur note de frais. C'est tout simple. C'est ce qui se fait dans les entreprises. C'est-à-dire que les députés français pourraient avoir des dépenses. Ils font leur petite note chaque mois, comme on fait tous. Nous, on le fait, les journalistes, on a des notes de frais. C'est long à faire et puis on est remboursé sur preuve. Le problème en France, c'est qu'on n'est pas remboursé pour les parlementaires sur preuve. On a une enveloppe, une bonne fois pour toutes, et puis chacun fait ce qu'il veut, et les bureaux, notamment le bureau de l'Assemblée nationale, ne les contrôlent pas. C'est là le problème, c'est pas les montants. Petit détail amusant par rapport à ça, c'est que d'abord, la somme est un peu importante parce que dans les 28 000 €, il y a le paiement des collaborateurs. Donc il faudrait quand même le retirer. Ça ne fait pas partie entre guillemets, de l'indemnité de l'élu. Mais il faut savoir que sur l'argent des collaborateurs, pendant une longue période, et il n'y a encore pas tellement longtemps, il y a certains élus qui arrivaient à grappiller du pognon pour se le faire reverser sur l'IRFM, en toute opacité. Donc c'était plus de 5 000 €. Il y avait des députés et des sénateurs qui avaient jusqu'à 10 000 € par mois
d'argent de poche. Moi, j'appelle ça de l'argent de poche. Et pourquoi ces gens-là ne feraient pas comme les salariés, comme les gens à qui on demande de fournir des justificatifs? Fournissez des justificatifs, on n'en parle plus. Trop opaque, effectivement, pour en revenir. Deuxième partie de l'émission, pardon, c'est le rappel des titres tout de suite. Adrien Borne sur LCI. Peut-on aujourd'hui parler en France d'une république des privilèges? Nos invités sont toujours avec nous pour commenter cette actualité, commenter cet état de fait peut-être. En tout cas, il y a le point d'interrogation, c'est à vous de nous éclairer. Corinne Imbert est toujours avec nous, Olivier de Tillières également, ainsi que Philippe Pascot et Renaud Pila pour nous livrer vos analyses. On s'était quitté sur l'IRFM, la fameuse indemnité de frais de mandat dont bénéficient les députés et les sénateurs. On se disait que le système était totalement opaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sénateur ou un député n'a pas à fournir de justificatif sur ses frais engagés, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser comme il veut, cette IRFM. Oui, c'est vrai, mais au Sénat, Gérard Larcher, encore une fois, a voulu que les choses soient très claires, et donc nous avons un vade-mecum qui nous dit ce que nous ne pouvons pas faire avec les RFM. Évidemment, des frais de représentation sont éligibles à ces dépenses, des frais de déplacement, des frais de bouche si nous avons des invités. Et bien, c'est très encadré. L'allocation, évidemment, le loyer de notre permanence et les frais qui vont avec cette permanence, les choses sont très très claires. Mais c'est effectivement, nous n'avons pas à justifier et à donner tous les justificatifs liés à ces dépenses. En ce qui me concerne, je les garde précieusement. Au cas où on me le demanderait, on me demanderait des justificatifs. Et vous êtes combien dans ce cas-là? Je crois qu'on est plus nombreux qu'on veut le faire croire. D'accord, il y a peut-être des parlementaires qui se sont mal conduits hier encore. Je pense qu'on est à un changement d'époque et à partir de là, il y a un changement de méthode. Le Sénat les a déjà mis en place et je pense qu'il y a beaucoup plus de parlementaires honnêtes qui travaillent, qui ne font pas d'écart, qu'on ne veut bien le croire. Je crois qu'il faut attention aux caricatures, attention à ces exemples qui sont vrais, évidemment mais le pas problème, c'est qu'à acceptables. chaque fois, on le voit avec l'affaire Fillon, c'est un seul cas personnel discrédite l'ensemble de la classe politique française. Et ça pose à chaque fois problème. L'ensemble de la classe politique ne réagit pas en évacuant avec perte et fracas ces gens-là. À partir du moment où vous les évacuez pas et qu'on retrouve ces mêmes personnes 5 ans, 10 ans après dans l'Assemblée ou comme députés, ça veut dire que l'ensemble des autres députés les laissent faire. Donc moi, je ne remets pas en cause. Oui, c'est une minorité. Oui, c'est pas tous les élus. Et je dis toujours dans mes discours, tous les élus ne sont pas pourris. Mais il y a quand même une grosse majorité d'élus qui laissent faire, qui disent rien, qui ferment les yeux. Et en disant rien, on favorise ce genre de choses. Et dire qu'on favorise les extrêmes et le Front National, c'est une erreur. Ce qui favorise le Front National, c'est l'opacité et la paupérisation. S'il n'y avait pas de problème dans la vie, s'il n'y avait pas de truands au niveau des élus, le Front National ou les extrêmes n'arriveraient pas à se développer. Oui, je crois que les parlementaires souffrent de cette image. Parce qu'effectivement, la très grande majorité des parlementaires travaillent très honnêtement. Et le travail d'élu, c'est un travail difficile, c'est 7 jours sur 7, on ne compte pas ses heures, et on connaît des élus nationaux comme des élus locaux qui se donnent vraiment pour leur mission. Le problème, c'est qu'il y a une sorte, depuis 30 ou 40 ans, et encore plus, on est une vieille monarchie, puis il y a eu la Révolution française, puis on a eu des vieilles habitudes, et c'est vrai qu'on a du mal en France à changer les habitudes. Il y a une sorte de non-dit qui fait que les parlementaires savent, mais collectivement ne veulent pas changer vraiment les choses, c'est-à-dire, je pense, développer une culture d'éthique qui, désormais, en 2017, est revendiquée et en tout cas demandée par l'ensemble des Français et de la population. Cette culture d'éthique, on ne sera jamais les pays protestants, les pays à culture protestante, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, où effectivement il y a une culture qui est beaucoup plus proche d'une éthique, d'une transparence, que nos pays latins, où quelque part on s'arrange depuis des siècles et des siècles avec une certaine vérité. Mais aujourd'hui, compte tenu de la crise, compte tenu du manque de résultats sur tout un tas de sujets, le chômage, la pauvreté, les inégalités, et il y a de la transparence, je pense que les parlementaires devraient développer cette culture de l'éthique et de la transparence en dehors des à-coups et des crises. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Il faut en France toujours un scandale, une crise, une polémique pour qu'on réagisse et qu'on mette des règles. Ça a été... On réagisse plus ou moins. Je termine juste, pardon, je suis un peu long, mais non, les années 90, c'était le grand problème de financement de la vie politique, les socialistes, les affaires Graco, on s'en souvient ici, les jeunes moins, mais on s'en souvient. Puis il y a eu après d'autres affaires, puis il y a eu après... donc Philippe Séguin, quand il était président de l'Assemblée, a mis en place l'IRFM justement pour essayer de commencer à réformer les choses. Puis il y a eu l'affaire Cahuzac, on a créé après le parquet national financier, maintenant on a l'affaire Fillon. Je pense qu'en France, il faudrait désormais que collectivement, au Sénat et à l'Assemblée, vous saisissiez de ces sujets
en dehors des crises et des polémiques, parce qu'à chaque fois, on redescend de 15 étages en termes d'opinion, et tout ça, un jour, va mal finir. Mais c'est quand même fou, en plus, qu'on les prend la main dans le sac. Ils ont encore des billets qui dépassent des poches, et les mecs crient sans arrêt au complot. Non, ils crient au complot. C'est la seule réponse qu'ont la plupart des élus. C'est un complot contre moi. On veut m'abattre. Non, on ne veut pas t'abattre. C'est une technique classique, mais c'est ridicule. Non, il y a un travail d'investigation des journalistes comme dans toutes les démocraties. On ne peut pas non plus avoir une vision qui soit trop pessimiste, parce que j'estime qu'en effet, ainsi d'ailleurs que vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Premièrement. Deuxièmement, il y a des privilèges qu'on n'évoque pas et qui, à mon sens, sont encore beaucoup plus dangereux pour notre démocratie. Par exemple, le statut de la fonction publique. On peut à la fois garder l'une en étant parlementaire. Pour quelle raison, à votre avis, est-ce que vous avez une comment dirais-je, une coloration, une proportion? Voilà, il n'y a que des fonctionnaires. Pour quelle raison? C'est évident, parce que c'est quand même un métier qui est extrêmement exposé, très dangereux. Ah, là, je rate mon élection, et après ça, je vais retourner dans... Ça, c'est un vrai problème. Et personne... Je garde mes points. Voilà, et ça, personne ne... S'il y avait un député, il y a Franck Marlin, donc, qui a remis un peu le Franck Marlin, oui. De l'Essonne. Oui. Et puis, mais pour l'instant, il y a Bruno Le Maire qui avait donné sa démission, etc., de la fonction publique. Mais pour l'instant, voilà. Corinne Imbert, vous êtes sénatrice et vous avez aussi un emploi? Oui, j'exerce une profession libérale. Je suis parlementaire depuis octobre 2014, donc au Sénat, on a commencé à mettre les choses en place avant la crise que nous connaissons ces jours-ci. J'exerce une profession libérale et que je l'exerce encore un peu. Plus rarement que par le passé, mais je l'exerce un peu. Je gagnais ma vie avant d'être parlementaire. Si demain je ne suis plus parlementaire, je ne demanderai rien à personne et je continuerai à travailler. Et tant mieux. J'ai gardé mon métier parce que justement, je ne voulais pas être dépendante financièrement de mon mandat. Et je crois que... Alors c'est sportif. Ça, ce serait plus sain. Comment? C'est plus sain. En ce qui concerne, ça dépend des métiers. En tout cas, ça me convient bien. D'abord, ça me permet une liberté de pensée, une liberté d'esprit, et puis de ne pas être dépendant. Regarde ce que vous disiez tout à l'heure. Juste pour revenir 30 secondes sur l'IRFM, je rappellerai aussi quand même, en ce qui concerne le Sénat, on nous a conseillé d'avoir un compte à part pour l'IRFM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de l'IRFM. Conseiller, c'est obligatoire, non? Alors, c'est obligatoire. C'est peut-être obligatoire. En tout cas, nous, ça avait été un conseil, ce que j'ai appliqué. Il n'y a pas de transfert du compte de l'IRFM sur mon compte personnel. Et ce compte, s'il y a de l'argent, et en ce qui me concerne, il y en a, si je ne suis plus élu demain matin, pour une raison X, vous le remettez au Sénat. C'est redonné. Voilà, je ne pars pas avec cet argent. Il faut quand même aussi rappeler un certain nombre de règles. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a plein de gens honnêtes. Moi, je ne veux pas qu'on tombe dans la caricature. Je ne tombe pas dans la caricature, mais il y a aussi des élus qui ont reversé ça à leur groupe, et leur groupe qui a reversé ça à une association. Ça ne se fait plus au Sénat. Mais ça ne se fait plus, ok. Ça s'est fait, et ça s'est fait, et ça ne se fait plus. Et ça ne se fait plus parce qu'on l'a su. Ça ne se fait plus parce qu'il y a eu des investigations. IRFM, on rappelle, indemnité de frais de mandat. Les frais de représentation, les frais de vie. Juste une question, parce que c'est intéressant, vous êtes élu depuis peu de temps, relativement peu de temps au Sénat. Est-ce que, très franchement, parce qu'on se dit les choses ici, est-ce que vous êtes surprise par rapport à vos anciens collègues, plus vieux collègues, qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ans, qui ont un âge avancé, pour ne pas dire très avancé? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un basculement générationnel, un basculement de l'opinion, où vous ne comprenez pas pourquoi certains de vos collègues de gauche comme de droite ne comprennent pas qu'aujourd'hui, des pratiques choquent? Est-ce que vous n'avez pas, quand vous êtes arrivé dans cette enceinte du Sénat, été surprise, franchement? Vous savez, il y a quelques années, j'étais juste conseiller général. Je l'ai pris pour un compliment, une personne qui était dans l'administration qui m'a dit « Madame Imbert, vous ne faites pas de la politique comme les autres. » Voilà, et ça me va bien. Donc, effectivement, ces pratiques-là ne sont pas acceptables. Et elles le sont encore moins aujourd'hui au regard de la situation économique de notre pays. Donc, oui, je comprends le mécontentement de nos concitoyens. Oui, Gérard Larcher l'a aussi compris, Bruno Retailleau avec, puisqu'ils ont mis des nouvelles règles pour que, justement, ces choses-là ne perdurent pas. Et j'y adhère complètement. Voilà, je pense qu'il faut... pas de la transparence. Il y a une enquête au Sénat il y a l'enquête au Sénat sur ces reversements, les sénateurs de droite. Oui, mais encore une fois, c'est un temps que je n'ai pas connu et je vous avouerai que je ne le regrette pas. Je suis très contente d'être élue. Vous admettez qu'il y a des vieilles pratiques aussi. Il y en a eu certainement, oui. Que les jeunes générations... Et qu'il n'y a pas un lynchage médiatique et que les journalistes font leur travail. Et ce n'est pas acceptable. Alors, après, il faut aussi
je reconnais que les journalistes font leur travail, mais il faut aller au bout et il faut reconnaître aussi qu'il y a des élus qui font leur boulot, qui le font Bien sûr, on le dit honnêtement. aussi, bien sûr. Mais oui, non, mais On le ça ne paraît... Oui, mais ça ne paraît pas assez, à mon Comme avis. les Voilà. trains qui arrivent à Parce que l'heure, de toute manière, c'est on Olivier de exactement. Tillière. on De les la même évoque façon jamais. que les Parce qu'il va faire collaborateurs, rejaillir, de c'est la parce même que- façon que les collaborateurs, depuis 15 jours, ils le vivent très mal. Bien sûr. Et pour tout vous dire, et en toute transparence, ma fille travaille avec moi, elle a un master 2 de droit, de sciences politiques, métier de l'élu. Et quand elle a donné le montant de son salaire à une journaliste locale, pas plus tard qu'hier matin, la journaliste était étonnée que le salaire soit si bas. Voilà. Elle ne gagne pas 4 000 euros net. Et elle ne gagne pas 4 Et 000 ben euros. Et voilà, ma et fille, donc ça a pu choquer. voilà. Mais je est-ce le que dis. vous, justement, qui employez vous-même votre Oui. fille, est-ce que les salaires versés par François Fillon Vous en à sa femme et ses 2 enfants vous ont choqué? Ils m'ont interrogé. Je me dis, est-ce que c'est Ça, c'est possible? la formule politique. hein. Voilà. C'est la famille. ça m'a Mais parce choqué. que, attendez, moi, vous savez, voilà, je crois ce que je vois. J'ai une formation scientifique, je suis assez cartésienne, et dans mon métier, j'ai pas trop le droit à l'erreur. Donc voilà, donc je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu. Donc, mais Ça vous je a connais. interpellé. Ça vous a interpellé. Ça interpelle. Et puis après, quand on fait la multiplication sur autant d'années, effectivement, ça fait un montant important. Mais mon collaborateur à Paris, qui est diplômé de Sciences Po, ne gagne pas non plus cette somme-là. Voilà. Et bon, Mais c'est tant- assis. Mais tant mieux. On n'est pas en train de parler Non, de mais ça, faut- on est en train de parler des gens qui abusent. Moi, les gens Oui, comme mais vous qui font leur boulot, des gens qui je abusent, il suis y en a très dans content. tous les métiers. Voilà, il y en a partout. Mais Vous c'est des disiez gens tout qui à l'heure. doivent être exemplaires, Corinne. Quand on est élu, Oui. on est là pour servir. On n'est Mais pas là pour se servir. moi, Il n'y en a qu'un seul qui déconne. Je Philippe. suis contre. Philippe, j'ai soutenu Bruno Le Maire dans les primaires de la droite. Il bousculait un peu les codes, Bruno Le Maire. Mais il faut C'est bousculer pas un les hasard si j'ai soutenu Mais Bruno on est Le Maire d'accord. pendant ses primaires. Mais- Donc ça veut dire que j'adhérais à ce qu'il défendait. Le problème que Mhm. je rencontre souvent sur les élus comme vous, c'est que comme ils se sentent attaqués alors qu'eux, ils sont clean, ils ont tendance à défendre le système contre lequel on veut plus. Donc arrêtez, balayez, virez-moi tous ces gens-là. C'est Oui, mais- inadmissible qu'il y ait mais plus de attendez, 200 élus. attendez, il y a plus de à un 200 moment donné, Pardonnez-moi, c'est pas Olivier, si il y a simple. plus de Olivier 200 élus Il y a des gens qui lisent, se ils sont lisent ces gens-là. achetés leur maison personnelle avec les RFM, leur maison personnelle. Vous connaissiez, et je peux vous en citer 50 des exemples comme ça. Et ce que je dis, moi je l'ai mis dans mes livres, tout est factuel, je n'ai rien inventé, je ne fais pas partie du FM, je ne suis pas payé par la CIA et je ne suis pas payé par les Russes. Moi ce que je veux, c'est que je veux des élus propres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent dans la rue. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent et qui vivent dans leur voiture. Dans leur voiture, parce qu'ils n'ont même pas de quoi se payer un logement. Aujourd'hui, la retraite, elle va être à 890 € avec 47 annuités, quand ça ne va pas être plus à partir de 2017. Donc les gens qui me donnent des leçons de morale et dont on s'aperçoit qu'ils ont mis les doigts dans la confiture, c'est inadmissible. Et ça est sert à bien rien d'accord pour de faire dire que l'autruche c'est et de se mettre la tête Tout dans le le sol monde en est bien disant d'accord. mais ils sont pas tous comme ça. Mais Il n'y en Olivier aurait de qu'un, ça Tillière. serait trop. Olivier de Tout le monde est Tillière. bien d'accord, mais ainsi que ça vient d'être dit, c'est une infime minorité. Il faut quand même remettre les choses en perspective, notamment si vous regardez l'ensemble de la classe politique française. D'abord, il n'y a pas uniquement que les parlementaires. L'ensemble de la classe politique française, à 98%. Mais, Olivier, Non, mais mais ils c'est ont encore important. un sans problème. Il faut le dire. Moi, il y a parce que- 618 000, 618 000. Vous imaginez à quel point ça fait des Eh, dégâts. moi, dans je le pays. parle Mais On est des en gens- campagne présidentielle. Olivier, on me, C'est évident. on me ressort ce discours Mais- à chaque fois en me disant ouais. sur l'ensemble des élus. Non, Oui. moi, je prends une pyramide. Ceux qui sont en haut de la pyramide, c'est ceux qui truandent le plus. C'est trop facile de comparer ces gens-là avec l'ensemble des gens. Il y a 618 794 élus en France. Le petit conseiller municipal de la petite ville, lui, il triche pas. D'abord, il n'en a pas les moyens. Et il dépense plus d'argent en étant élu proportionnellement, que ce qu'il ramasse. ça arrive- Moi, je vous parle ça de arrive ceux qui au- cumulent. Je vous Oui. parle de ceux qui s'engraissent. Je vous parle de ceux qui sont même en haut plus de la pyramide et qui se moquent de nous. Non, mais bon. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Non, non, Olivier de c'est- Tillière dit qu'on. Juliette, Juste simplement pour préciser également, on parle de cumul et notamment du cumul des mandats. Bien, ça aussi c'est une espèce de tarte à la crème qui revient. Mais il faut regarder un peu plus dans le détail. Quand vous êtes député ou que vous êtes sénateur et que vous êtes le maire de votre ville qui a 200 habitants, si en effet il n'y a pas un élu national de poids, un parlementaire, Olivier. mais pas du tout, qui s'occupe de la ville de 200 habitants, croyez-moi, elle n'aura rien. Non, mais non, c'est trop facile. Ça veut dire que C'est ça pas veut- trop facile, ça c'est veut la dire qu'il faut- réalité Ça veut des dire faits. qu'il faut des truands alors. Parce Mais que, pourquoi parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider, vous pouvez rien avoir. C'est pas ça la République. Que vous ayez 200 habitants, que vous ayez 40 000 habitants. Mais non, mais devez vous pas savez, avoir enfin, besoin là de c'est de quelqu'un. l'angélisme. Mais non, je Non, ça, c'est- je veux juste être logique. Ah ben oui, mais c'est Juste pas une un logique. point. Madame la sénatrice a dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant sur le. Est-ce qu'on peut cumuler un métier dans le privé ou un autre métier et être élu? Oui. En France, on n'a jamais, et la représentation nationale, les hommes et femmes politiques n'ont jamais mis ce débat sur la table, ce fameux débat sur le statut de l'élu. Est-ce qu'on pourrait avoir un débat raisonnable, entre gens raisonnables? Est-ce que les élus gagnent assez d'argent
chaque mois par rapport à ce dont ils ont besoin, par rapport à leur investissement, par rapport en regardant ce qui se fait à l'étranger, comment ça se passe en Allemagne, comment ça se passe en Grande-Bretagne, comment ça se passe chez nos collègues européens, d'une part. Deuxièmement, est-ce que, effectivement, c'est bien qu'un homme ou une femme politique soit élu pendant 10, 20, 30, 40 ans? Aujourd'hui, attendez, juste, c'est un sujet, mais on pourrait l'aborder sereinement. Aujourd'hui, un grand nombre d'hommes ou femmes politiques, notamment plutôt de la nouvelle génération, disent 2 mandats, pas plus. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 mandats, il y a des habitudes qui se prennent. Vous n'avez pas forcément l'indépendance nécessaire et vous devenez, ça en fait un métier et vous avez des vieilles pratiques politiques. Je ne dis pas qu'il faut faire ça ou pas, mais en tout cas, c'est des débats qu'il faut avoir. Le problème, c'est que ce débat sur le statut de l'élu, on ne l'a jamais eu en France. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes politiques n'ont pas le courage d'aller sur les plateaux de télévision en mettant ces sujets qui sont effectivement des sujets sensibles pour l'opinion. Dire par exemple, nous on ne gagne pas assez par rapport à ça pourrait choquer, mais il faut avoir le courage en tout cas d'avoir ce débat, parce que le fait de ne pas l'avoir et que ça soit un tabou fait que ça saute de crise en polémique, et on sait que ça fait monter l'abstention et les populismes. Ils ne veulent pas l'avoir, les élus. Exactement, ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Parce que les solutions préconisées seraient peut-être difficiles à mettre en place. Pour avoir un statut d'élu, il faudrait déjà qu'on mette tout à plat. C'est-à-dire qu'on pose tout sur la table. Or, la plupart des élus, ils ne veulent pas qu'on pose tout sur la table. Parce qu'il y a une infinité d'avantages et de privilèges qui sont totalement opaques. Donc, pour vous... Vu le climat, c'est compliqué. Je me mets à la place d'un élu, il y a un tel... Vous savez, il y a un chiffre. 89% des Français n'ont plus confiance dans les partis politiques. Enquête Cevipof il y a un mois. 89%. Donc je comprends certains élus qui disent, si on ouvre ce débat en allant sur les plateaux en disant, vous savez, par rapport aux Allemands, on ne gagne pas assez, ça peut être ravageur. Mais je crois qu'on va devoir le faire parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça de crise en crise. Qu'en pensez-vous? Pardon. Je peux vous dire que le statut de l'élu préoccupe justement Gérard Larcher, le président du Sénat. Il pense fortement, il y réfléchit en ce moment. Mais tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'était les propositions de Bruno Le Maire à l'occasion des primaires de la droite. C'est-à-dire, il ne parlait pas de 2 ans et de mandats, c'était 3 mandats. Parce que 2 mandats, c'est vrai que ça passe vite. 2 fois 6 ans, ça passe très vite. Il y a toujours une phase d'apprentissage, etc. Mais pas plus de 3 mandats successifs. Et un nombre de parlementaires réduit pour donner plus de moyens aux parlementaires avec plus de collaborateurs pour faire un vrai travail de parlementaire. Donc tout ça, ça me va bien. Mais effectivement... Il était bien seul, Bruno Le Maire. Oui. Et pourquoi? Alors, ça bousculait un peu les choses. Puisqu'on se parle franchement, pourquoi les uns et les autres ne veulent pas aborder tous ces sujets depuis 20 ans? La diminution du nombre de parlementaires commence à... Mais c'est pipeau, Corinne. Non, c'est pas pipeau, je ne crois pas. Quand Charles de Courson a voulu faire un amendement pour contrôler les RFM... augmente. On verra, l'avenir nous le dira, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi je suis très fière et très heureuse et je mesure toute la chance d'être parlementaire, que j'ai d'être parlementaire. Et à partir de là, je travaille beaucoup pour pas décevoir les gens qui m'ont fait confiance. Et je crois qu'il faut aussi le redire, et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Oui, non, mais je crois que je profite de ce temps de parole pour le dire, parce qu'on y laisse beaucoup d'énergie, on est très exposés, évidemment. Nos collaborateurs sont aussi là pour nous protéger un petit peu. On prend des risques, c'est pas si simple que ça. Et donc, voilà, attention à ce qui est dit, attention aux caricatures. Et c'est vrai que tous ceux qui se comportent mal, eh ben, c'est comme dans chaque métier. S'il y a un journaliste qui se comporte mal, ça va vous faire de la peine, ça va rejaillir entièrement sur la profession. Olivier de Tillières, on va vous écouter. Juste, si je vous dis alors, aujourd'hui, parce que c'était un point d'interrogation, les élus sont privilégiés aujourd'hui en France, ça vous choque? Ils ne sont pas privilégiés pour vous? Je ne sais pas de quel privilège on parle. Je crois qu'il faut... On est très exposés, en tout cas. Olivier de Tillières. Alors, déjà, le premier des privilèges, c'est l'immunité. Et c'est l'immunité pour le législateur de ce qui est le gage de son indépendance. Bien. Et celui-là, c'est un privilège, je pense, que personne n'envisage de remettre en question. Premier point. Deuxième point... parce que sinon, alors c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Deuxième point... Le nombre de mandats. Le nombre de mandats. 2 mandats, ça me semble une aberration. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins, tout le monde vous dira qu'un parlementaire met un certain temps avant de maîtriser, comme un ministre, comme un président, on s'en rend bien compte, mais un certain nombre d'années avant d'être au fait de ce qu'il peut faire de mieux pour sa circonscription. 2, non. 3, c'est déjà plus envisageable, mais au risque de surprendre, je ne comprends pas bien pourquoi, si le parlementaire est réélu, on lui dira non, c'est terminé.
Non, mais c'est un vrai sujet. C'est vrai que quand on discute avec des élus, si effectivement il fait un travail, il est efficace, il n'y a pas de raison, c'est un vrai sujet. Mais encore une fois, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais ces sujets n'ont pas vraiment été abordés. Juste qu'ils soient débattus. Sur un élu, c'est la porte ouverte, entre guillemets, à l'entrisme, des lobbying, etc., etc. Donc on doit, de facto, réduire la durée des élus pour qu'il ne puisse pas y avoir de possibilité, d'abord que les gens s'habituent, et qu'en plus, les gens se votent des lois pour se protéger. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des lois qui sont votées sont faites pour se protéger entre eux. Il y a encore des lois sympathiques, mais il y en a plein quand même. Alors, il y a pas mal de garde-fous. J'ai envie quand même qu'on conclue l'émission par les mots que vous aviez choisis en tout début d'émission. Pour vous, notre République, aujourd'hui, Corinne Imbert est fatiguée. C'est ça? J'avais dit déstabiliser. Déstabiliser. C'était surtout par rapport à la déstabiliser. Moi, 30 secondes chacun. Je défends l'honnêteté des élus parce qu'il y a plein d'élus honnêtes et voilà. Et j'aimerais bien qu'effectivement notre République retrouve un peu de sérénité. Merci à tous les quatre d'être venus analyser la situation sur LCI. Tout de suite, le grand journal de la rédaction.